l'arme la plus chère de l'histoire. Ce n'est ni la bombe nucléaire, ni le dôme de fer israélien, pas même un porte-avions. L'arme la plus chère de l'histoire entière de l'humanité mondiale, c'est le chasseur bombardier furtif Lockheed Martin F-35 Lightning II. Alors, on ne parle pas du coût unitaire de production de l'avion, mais de l'ensemble du programme. Pour bien capter, un F-22 Raptor coûte environ 300 millions de dollars par unité, alors qu'un F-35, ça se brade à seulement 90 millions de dollars. En vrai, c'est une bonne affaire. Pour vous donner une idée, un Rafale, en fonction du modèle, coûte entre 50 et 100 millions d'euros. Surtout que la durée de vie d'un Rafale est excellente, car il est l'un des meilleurs avions dans sa catégorie. C'est un appareil dont la durée de vie s'est étalée sur 2 générations, la 4e et la 5e. Donc, ce qui rend le F-35 si absurdement cher, c'est son développement. Est-ce que vous avez une idée de l'ordre de grandeur? 400 milliards de dollars. C'est du même ordre que le PIB de la Norvège, ou même 2 fois plus que celui du Qatar. À ce prix-là, vous pouvez acquérir presque 3 stations spatiales internationales à seulement 150 milliards de dollars l'unité. Et c'est pas fini, hein. Si on inclut l'entretien de l'ensemble de la flotte, alors le budget dédié au F-35 explose encore plus le record qu'il a lui-même fixé pour que la flotte de F-35 soit opérationnelle en permanence. C'est-à-dire qu'elle soit à jour au niveau de la maintenance, du carburant, des mises à niveau, des munitions embarquées, de la formation des pilotes. Le coût total du F-35 dépasse les 1700 milliards de dollars. À cette échelle, on parle plus de milliards en fait, mais de billions. C'est plus de la moitié du budget total de l'Union européenne. D'après le FMI, ça équivaut au PIB total de l'Australie. Et même si le projet est développé par une entreprise privée, Lockheed Martin, les fonds qui permettent de financer ce programme sont réglés par le contribuable états-unien, évidemment, mais aussi britannique, néerlandais, entre autres. Alors pourquoi est-ce que les USA ont alloué un budget aussi important à ce programme? Je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls à vous poser la question. À Washington aussi, ils se posent la même question. Et ce n'est pas une préoccupation uniquement démocrate. Même Donald Trump ou feu le sénateur John McCain, une star du parti républicain, ont sévèrement critiqué le programme F-35. Aujourd'hui encore, des années après son lancement, il fait couler beaucoup d'encre, et pas souvent en bien. Alors, quelles sont les caractéristiques du marché de l'armement états-unien? Le F-35, c'est un cas d'école pour comprendre le premier complexe militaro-industriel au monde. Allez, c'est parti! Un avion pour les gouverner tous. Alors, avec le recul, ça peut sembler contre-intuitif, mais l'idée initiale derrière le F-35, c'était de faire des économies. Au début des années 90, après l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis se sont retrouvés avec un arsenal militaire très avancé, mais surtout devenu complètement inutile. Du coup, l'armée US et certaines de ses alliés ont décidé d'optimiser les coûts, notamment ceux de leur flotte aérienne. Comment? Alors déjà, en élaborant un programme commun à plusieurs armées. Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, les Pays-Bas notamment, ont mis leurs plus brillants scientifiques de l'aérospatiale au service du Joint Strike Fighter Programme. Un premier problème est vite survenu. Il était très difficile de mettre tout le monde d'accord sur le cahier des charges. Ce nouveau chasseur bombardier furtif devait répondre aux besoins de tout le monde. De cette façon, les pays impliqués dans le programme pourraient passer une commande groupée beaucoup plus importante auprès du constructeur et ainsi bénéficier d'un gros discount de la part du fabricant. Ils ont donc formulé une liste de souhaits. Un seul modèle devait permettre de répondre à tous les usages. Sauf qu'habituellement, chaque chasseur bombardier est conçu pour un usage bien précis. Le Harrier britannique, par exemple, remplit à la perfection la mission d'appui aux troupes au sol car il peut décoller et atterrir verticalement. C'est ce qu'on appelle le VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Bon, d'un point de vue pratique, c'est pas non plus un énorme avantage car il peut pas faire feu quand il fait du surplace et surtout, il ne peut planer que
quand il est suffisamment léger, c'est-à-dire uniquement quand il a déjà largué ses bombes et consommé une grosse partie du carburant embarqué. En revanche, ça lui confère la capacité de se poser sur des terrains très escarpés ou difficiles d'accès. Mais un Harrier n'est pas adapté aux dogfights, les combats aériens, parce qu'il est lourd, peu manœuvrable et surtout, il ne peut pas franchir le mur du son. Après, au XXIe siècle, les dogfights sont pas du tout aussi fréquents que durant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. On n'est pas dans Top Gun ou dans les Chevaliers du Ciel. Les affrontements, ça se joue sur la furtivité, la portée des missiles et la performance des radars embarqués. Alors ça tombe bien, les chasseurs bombardiers de dernière génération sont ultra furtifs, ils embarquent des systèmes électroniques ultra perfectionnés et des missiles à moyenne et à longue portée très efficaces. Mais n'empêche qu'un F-16, un Rafale, un Gripen suédois du groupe Saab ou qu'un Sukhoi Su-27 fera mieux le taf qu'un Harrier ou qu'un F-35 en cas de combat aérien. Une autre raison pour laquelle c'est intéressant d'avoir un seul modèle à usage multiple plutôt que plusieurs avions à usage simple, c'est que ça limite les frais d'entretien et de formation du personnel de maintenance et des pilotes. Plusieurs modèles différents les uns des autres, ça implique plus de personnel de maintenance et de pièces pour chacun des modèles de chasseurs de la flotte. Or, toute cette logistique, ça coûte très cher. Les indispensables de ce futur avion tout-terrain, c'était donc primo, pouvoir franchir le mur du son, secondo, décoller et atterrir à la verticale, et tertio, la furtivité. L'avion devait être indétectable. Alors dans les années 90, plusieurs avions répondaient déjà partiellement à ces prérequis, mais aucun ne réunissait l'ensemble de ces caractéristiques. Du coup, un appel d'offres public fut lancé et c'est en 2001 que le vainqueur des enchères est désigné. L'équipe Lockheed Martin remporte le concours Joint Strike Fighter. Dès l'annonce de leur sélection, le cours de l'action de Lockheed Martin a été multiplié par 6. Et c'est clairement pas de la spéculation. L'entreprise venait d'être choisie par la première armée au monde pour développer un aéronef destiné à remplacer presque toutes les flottes de chasseurs bombardiers des États-Unis et des nations alliées. À lui seul, le Pentagone a commandé plus de 2400 chasseurs. Du jour au lendemain, le F-35 est devenu la poule aux œufs d'or de Lockheed Martin. Malheureusement, la période de grâce a été de courte durée. Une Lada auprès d'une Rolls. Sur le papier, le F-35 avait tout pour plaire. Il était furtif, supersonique, pouvait décoller et atterrir verticalement et il embarquait évidemment une technologie de pointe. Pour le développer, les États-Unis et leurs alliés avaient débloqué une enveloppe de 298 milliards de dollars. Mais c'est pas du côté de sa conception, mais du côté de sa production que les problèmes sont apparus. Pour commencer, il n'y a pas un modèle unique de F-35, mais 3. Le F-35A pour le combat aérien, le F-35B pour l'atterrissage et le décollage à la verticale et le F-35C avec des ailes repliables destinées au porte-avions. Même si du point de vue visuel, les 3 modèles sont très ressemblants, chaque modèle est adapté à un usage bien spécifique. Du coup, ça implique des conceptions différentes et l'adaptation de l'électronique embarquée. Et c'est comme ça qu'on revient à l'un des principaux problèmes qu'on vous avait évoqué au départ. Dans les flottes trop diversifiées, il faut un personnel de maintenance spécialisé pour chaque appareil. À la rigueur, si ce n'était que ça. Mais non, pas de chance, ça se complique. En fait, Lockheed Martin a adopté une stratégie dite du développement concurrentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que la compagnie mettait en vente des avions dont la conception n'était pas encore aboutie. L'idée derrière cette stratégie, c'était de les améliorer progressivement au fil des années. Et l'un des objectifs, c'était d'accélérer la production. Ça permettrait de démarrer la production plus tôt, sans attendre de délais supplémentaires, et d'en produire plus rapidement. Aux yeux de l'état-major et du complexe militaro-industriel, valait mieux ça que de produire massivement les F-35 une fois seulement que le concept définitif serait développé. Mais cette stratégie fut un échec. À chaque nouveau modèle, son lot de problèmes et donc des retards. Or, le temps, c'est de l'argent. Et quand on parle de retard pour une flotte de chasseurs bombardiers dernière génération, on parle de beaucoup d'argent. Beaucoup.
Le coût du programme F-35 passe à 406,5 milliards de dollars selon les dernières estimations. On est passé d'un peu moins de 300 milliards de dollars à plus de 400. Même que plein de personnalités politiques ont dénoncé le manque d'incitation de l'entreprise à optimiser les coûts. Lockheed Martin sait qu'elle a un chèque en blanc et que personne ne va lui couper les vivres. Si un tel scénario venait à se produire, les pertes seraient absurdes. En sociologie comportementale, on appelle ça l'aversion pour la perte. Aucun politique ne se risquerait à interrompre le programme, l'humiliation serait trop importante. Donc, autant continuer à injecter des fonds. En plus, le développement du F-35 n'est pas le seul gouffre financier auquel les pays membres du programme doivent faire face. Les coûts de vol et d'entretien sont également substantiels. Le pilotage d'un chasseur F-15EX dérivé du F-15, mis en service en 2021, coûte environ 28 000 $ de l'heure. Un F-35 Lightning II, toujours pour 1 heure de vol, ce sont plus de 45 000 $. Alors maintenant qu'on a vu pourquoi financièrement ça ne tient pas la route, est-ce que au moins il y a déjà des F-35 en service? Et bah, les premiers F-35 prêts au combat sont opérationnels depuis 2015. Sauf que plus de 20 ans après que Lockheed Martin a remporté l'appel d'offres, l'entreprise doit encore produire et livrer des milliers d'appareils. Alors, est-ce que les performances réelles du F-35 justifient ce coût de production aussi élevé? Chapitre suivant. Un supercalculateur supersonique. La pièce maîtresse du F-35, c'est le casque du pilote. Développé par la joint venture RCVS, il prévoit un affichage tête haute, des rayons X. Imaginez un peu la dégaine au ski ou à moto avec ça sur la tête. Chaque unité vaut plus de 400 000 $. Alors qu'est-ce qui le rend si spécial? Est-ce qu'il donne vraiment un avantage au pilote par rapport à de potentiels adversaires? En fait, il permet de voir au-delà du fuselage de l'avion grâce aux très nombreux radars du F-35. En gros, faut pas voir cet avion comme un simple aéronef, mais comme un super calculateur qui peut voler jusqu'à Mach 1.6. Et les retours d'expérience sont excellents. Déjà, les commandes vocales sont super réactives, genre du level de Jarvis dans Iron Man. En tout cas, ça marche mieux que Siri sur iPhone. Mais la véritable révolution, c'est la collecte et le partage d'informations en temps réel par le F-35 avec les troupes au sol et les aéronefs alliés. Ça confère à l'armée, avec une flotte de F-35, un énorme avantage. Si vous détectez une menace avant tout le monde, genre la présence d'un ennemi à 14 h, ça apparaît directement sur l'affichage tête haute de vos coéquipiers. Quant aux techniques de pilotage du F-35, tout est conçu pour assister le pilote au maximum, surtout durant les phases critiques de combat ou d'atterrissage. En fait, durant le VTOL, les fameuses phases de décollage et d'atterrissage à la verticale, la charge mentale que les pilotes de Harrier doivent supporter est colossale, démentielle. Ils doivent gérer en même temps la manette des gaz, l'altitude et la stabilité de leur engin. Alors imaginez si en plus ils doivent utiliser les dispositifs de mise à feu de leurs avions. Par contre, avec toute l'assistance embarquée, le pilote du F-35, lui, il est tranquille. Et durant les dogfights, le pilote doit conserver le contrôle de son avion, avoir conscience de son environnement spatial, de la présence et de l'emplacement exact de ses adversaires et de ses alliés. Et en plus, être en position avantageuse pour ouvrir le feu tout en évitant d'être dans la ligne de mire des ennemis. C'est un vrai chaos que le F-35 permet d'atténuer en grande partie en traitant les données radar et en les traduisant pour le pilote. Et comme je vous le disais, il peut en même temps partager des infos avec la cavalerie, l'artillerie et d'autres avions en vol. L'intérêt? Une triangulation en temps réel pour localiser et neutraliser rapidement les menaces. Vous vous doutez bien que le développement de ce logiciel ultra performant a quelque peu impacté le temps et le coût de production du F-35. Le F-35 n'est donc pas un simple avion, c'est un super ordinateur qui confère un énorme avantage à son utilisateur. C'est en quelque sorte un mini satellite troposphérique. Sauf qu'on n'étudie pas les étoiles, on bombarde les positions ennemies. Ok, à présent, penchons-nous sur une autre de ses caractéristiques principales, sa furtivité. Tous les modèles de F-35 sont capables de voler sans être détectés par un radar ou une caméra thermique.
Un moteur d'avion supersonique, ça chauffe de ouf. Dissimuler l'empreinte thermique pour les caméras adaptées à cet usage nécessite une véritable merveille d'ingénierie. En revanche, il a aussi la capacité de se faire repérer volontairement, mais en se faisant passer pour un autre type d'appareil, du style un avion civil, comme par exemple un petit Cessna ou un avion de ligne commerciale. Tout ça pour dire que le F-35 est un très bon avion avec une durée de vie de plus de 40 ans. En 2060, on en entendra encore parler, même si on aura d'autres appareils de 5e génération, voire de la 6e. Alors, quel sera son impact sur les conflits modernes actuels? On passe au prochain chapitre. Un signal pour la Chine. À l'heure actuelle, le F-35 n'a pas de rival. Son concurrent le plus sérieux serait le J-20 chinois. Mais d'après les experts, ce modèle est loin derrière le F-35 en termes de performance. Ceci dit, il y a un autre chasseur du même constructeur, le F-22 Raptor, qui par rapport au F-35 est supérieur à bien des égards. Mais il n'est disponible qu'aux États-Unis et coûte plus de 300 millions de dollars par unité. Quand je dis qu'il n'est disponible qu'aux USA, c'est que le Pentagone, la Maison Blanche et le Congrès refusent de l'exporter, même à des alliés stratégiques. Le F-35 est donc destiné à être le chasseur bombardier de référence pour la quasi-totalité des alliés des États-Unis. D'ailleurs, les premiers à avoir déployé le F-35 en zone de conflit, ce sont les Israéliens. Mais ça va encore plus loin. Le F-35, c'est aussi un pied de nez des États-Unis à la Chine. Étape finale pour l'acquisition par Singapour de 4 F-35. Les avions à réaction devant être livrés vers 2026. Les États-Unis donnent le feu vert à l'achat par le Japon de F-35 pour 23 milliards de dollars. Le Japon, Singapour, la Corée du Sud, tous ces pays asiatiques sont en train de renouveler leur flotte aérienne avec des F-35 états-uniens. Un chasseur bombardier furtif avec lequel la Chine n'est pas en mesure de rivaliser, du moins pour le moment. Et pourtant en Asie, il y a bien des industries domestiques, genre le japonais Mitsubishi F2 ou le sud-coréen Kai FA-50. En fait, les pays dans le voisinage immédiat de la Chine sont en train de se doter d'une véritable capacité de dissuasion militaire contre le géant asiatique. En plus de constituer un atout majeur dans l'arsenal militaire états-unien, le F-35 répond aussi à des objectifs géopolitiques. Pareil en Europe, où presque tous les pays de l'OTAN ont déjà acheté ou envisagent d'acheter des F-35 pour moderniser leur flotte de chasseurs bombardiers. Fin 2022, l'Allemagne a annoncé l'achat de 35 F-35 dans le cadre de la modernisation de sa flotte militaire aérienne. Pareil pour le Portugal, qui a officiellement annoncé qu'il souhaitait remplacer ses F-16 par des F-35. Après, c'est dommage parce que l'Union européenne dispose de ses propres chasseurs bombardiers, genre l'Eurofighter Typhoon, qui est issu d'un consortium réunissant l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni, mais il y a aussi le Rafale français ou le Gripen suédois. Après, le cas de la Turquie est un peu à part, parce que le gouvernement états-unien a décidé de l'exclure du programme F-35. Pourquoi? En fait, c'est une réponse à la décision de Recep Tayyip Erdogan de doter la Turquie du système antimissile russe S-400. Face à cette exclusion du programme F-35, la Turquie a donc lancé le développement de son propre chasseur de 5e génération, le TFX Fighter. Après, Ankara s'intéresse aussi au Su-35 et au Su-57 russes et au J-10 chinois. Mais l'avion qui intéresse réellement la Turquie en ce moment, c'est celui-ci. Washington donne son feu vert pour livrer des F-16 à la Turquie. Cela faisait des mois que la Turquie réclamait ces avions. Le Pentagone a finalement donné son feu vert à la vente de 40 avions de combat F-16 et d'équipements connexes à la Turquie, dans le cadre d'une transaction estimée à 23 milliards de dollars. Une décision qui fait suite à la ratification par la Turquie de l'adhésion de la Suède à l'OTAN en début de semaine. En fait, c'est pas Lockheed Martin qui décide de vendre ou non des F-35 à des puissances étrangères, c'est le Congrès US. Ce qui n'empêche pas l'entreprise nord-américaine de tout mettre en œuvre pour faire pression sur le Congrès en accentuant le rôle de Lockheed Martin dans le tissu industriel du pays. Et oui, ce sont presque 150 000 emplois qui en dépendent. Donc,
tout autant des lecteurs et leurs familles. Ce procédé a un nom et ça s'appelle l'ingénierie politique. Quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas les États-Unis de venir mettre leur nez dans les affaires françaises. Après l'affaire AUKUS, la vente avortée de sous-marins français à l'Australie fin 2021, la Suisse a opté pour 36 F-35 pour un montant total de 4,6 milliards d'euros, en lieu et place du Rafale de Dassault. Pourtant, tout portait à croire qu'un accord serait signé avec le groupe français. Ça avait été pareil pour la Finlande qui avait signé pour 64 F-35 d'une valeur de 8,4 milliards d'euros. Heureusement pour le fleuron de l'aéronautique militaire français, Dassault conserve malgré tout un carnet de commandes assez rempli. Le groupe Dassault a vendu 30 Rafales au régime égyptien d'Al-Sisi, 80 Rafales aux Émirats Arabes Unis de MBZ et 42 Rafales à l'Indonésie. Pour l'instant, la priorité européenne pour gagner en autonomie vis-à-vis des États-Unis, ça passe par le développement par l'Espagne, l'Allemagne et la France d'un chasseur de 6e génération, le SCAF. Il y a aussi le programme Tempest, auquel participent l'Italie, le Royaume-Uni, le Japon et la Suède. Enfin non, plus la Suède, parce que Stockholm a annoncé qu'elle avait renoncé au Tempest pour rejoindre l'équipe du SCAF après 2030. Sauf que, bon, même avec toute la bonne volonté du monde, le F-35 met à mal l'unité européenne. Pourquoi le tsunami F-35 en Europe va-t-il menacer les programmes SCAF et GCAP? De toute façon, la Russie les a prévenus. Tout pays qui mettrait à disposition de l'Ukraine sa flotte de F-35 sera considéré comme belligérant. Et puis, vous pouvez être sûr que les USA s'y sont aussi opposés. En attendant, plusieurs pays européens ont accepté de céder leur F-16 à l'Ukraine contre des F-35, avec l'assentiment des États-Unis, encore une fois. C'est par exemple le cas du Danemark, des Pays-Bas, de la Norvège ou de la Pologne qui, pour certains, vont même jusqu'à former des pilotes ukrainiens sur leur territoire. On verra donc très bientôt des Falcon F-16 voler dans l'espace aérien de l'Ukraine avec des pilotes ukrainiens à leur bord. Ceci dit, ils devront affronter les Sukhoi 35, le chasseur dernier cri de la Russie. Si le Kremlin espère vendre des Su-35 à l'étranger, ce sera l'opportunité de démontrer leur supériorité sur le F-16 états-unien. Mais peut-être aussi qu'ils vont se planter. Et en même temps, le premier Su-35, il remonte à 2007, alors que les F-16 Falcon, ça remonte à 78. En tout cas, les enjeux financiers sont énormes. En temps de paix, les exportations annuelles d'armement russe sont estimées à 55 milliards de dollars, soit 10% ou plus des exportations totales de la Russie. En attendant, il reste encore quelques années avant que Lockheed Martin ne soit en mesure d'honorer toutes les commandes qui lui ont été passées. Il lui reste des centaines sinon des milliers de F-35 à produire. F-35, retard à prévoir sur les livraisons pour la deuxième année consécutive. Jusqu'à 120 F-35 pourraient ne pas être livrés en 2024 en raison des retards dans la mise à nouveau Technology Refresh 3 du chasseur furtif, selon le directeur financier de Lockheed Martin, Jay Malave. Le truc, c'est que si le F-35 suscite la convoitise de pas mal de pays alliés des USA et qu'il effraie leurs adversaires, ça peut rapidement devenir contre-productif. Pourquoi? Tout simplement parce que ça risque de stimuler la course à l'armement pour la suprématie aérienne. Ok, on a plié l'affaire, maintenant à ton tour. T'en penses quoi du F-35? La France devrait-elle faire l'acquisition de quelques exemplaires pour compléter sa flotte de Rafale? Et surtout, est-ce que les performances de cet appareil justifient son coût exorbitant? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Oublie pas de t'abonner, de liker et de faire tourner. Nous, on te dit à très bientôt pour plus d'actu.